Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de chimie. Alors, il faut savoir que mon travail, tout ce qui est chimie, va atteindre un besoin biologique, un besoin de notre corps. Pour comprendre bien notre corps, on a besoin de la chimie inorganique et de la chimie organique. Ça ne sert à rien de partir déjà sur un niveau très haut si vous ne connaissez pas le pourquoi et le comment. Je vais parler aujourd'hui de fonction inorganique, théorie acide-base. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à quoi? À l'équilibre du corps acido-basique. C'est ça notre objectif. Donc, comme je vous ai dit, il y a toute une intégration de matières chimie, chimie organique, chimie inorganique, biologie évidemment et biochimie pour comprendre le corps humain. Donc, cette formation, elle a été conçue pour vous qui êtes en train d'étudier pour devenir un professionnel de santé, pour vous qui êtes déjà un professionnel de santé, ou sinon pour ceux qui vont travailler en train de donner leur contribution à la santé, comme les naturopathes, les ostéopathes, tout le monde qui est dans le domaine de la santé. Et je vais vous montrer l'importance de ce sujet fonction inorganique. Les gens passent déjà dessus et après, ils ne vont pas comprendre ni le comment ni le pourquoi. Par exemple, si on parle de l'acide chlorhydrique, qu'est-ce qu'on sait de l'acide? Qu'est-ce que vous savez de l'acide chlorhydrique? Est-ce que c'est un acide fort? Est-ce que c'est un acide faible? Pourquoi il est un acide? Et en plus, quelle est son importance? La digestion. On sait que la présence de l'acide chlorhydrique va transformer notre pepsinogène en pepsine pour que cette pepsine, que c'est une enzyme, va pouvoir digérer les protéines au niveau de l'estomac. On sait aussi que cet acide chlorhydrique, il a une capacité bactéricide. On sait aussi qu'il y a les inhibiteurs de pompe à protons. Qu'est-ce que c'est un proton? Inhibiteur de pompe à protons. Va inhiber cette production d'acide chlorhydrique. Comment? Pourquoi il y a ce nom? Et on sait aussi que les brûlures d'estomac, ballonnement, flatulence, ingestion seront expliquées par cette présence de cet acide chlorhydrique, mais ce n'est pas que la présence, c'est par son action chimique en tant qu'acide. Ok? Donc, notre situation, on parle énormément de pH. Je vous pose la question, c'est quoi pH exactement? C'est quoi un pH? Donc, ce pH, on sait que dans le corps, le pH sanguin doit être 7,35, entre 7,35 et 7,45. Pourquoi de valeurs aussi proches? Pourquoi aussi les organes, si on parle de l'estomac, on va avoir un pH qui peut arriver à 2. Si on parle de duodénum, le pH peut passer à 8. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelles sont les réactions chimiques qui vont être là? Et si on parle de l'acide carbonique, l'anhydrase carbonique, anhydrase c'est quoi? Enlever l'eau. C'est un processus de déshydratation. Et on aura la formation de gaz carbonique plus eau. Vous connaissez ça? Oui, au niveau du système avec un S, tampon. Pour comprendre, on ne peut pas comprendre le système tampon. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés d'ailleurs de comprendre ce système. Parce qu'il leur manque ça, il leur manque la base. Ok? Et c'est ça que je vous invite à connaître. Après, problème de alcalose, acidose, tout est lié à mon sujet. Ok? Les acides aminés, alors là, c'est génial. Il y a la présence d'acide, acide carboxylique, amine. Tout ça, on va voir dans cette module chimique de chimie inorganique. Aussi, les acides gras qu'on parle tout le temps, les oméga 3 et même les acides gras saturés, insaturés, tout ça, il y a un rapport avec les fonctions inorganiques, théorie acide-base, les acides et les bases, et aussi
effectivement les fonctions organiques. D'ailleurs, une fonction organique, c'est l'acide carboxylique. Alors, tout ça pour commencer notre monde de la chimie. Vem comigo. Vem comigo. On va commencer par le commencement, d'accord? Et le commencement, c'est tout simplement l'historique. Donc ici, on a des chercheurs, Arrhenius, Bronsted-Lowry, ce sont deux chercheurs. Lui, il est suédois, lui, il est Bronsted, il est danois, anglais, américain, Lewis, ok? Donc, en 1884, Arrhenius a défini quoi? Qu'un composé, pour être soit acide, soit basique, pour l'instant, il faut absolument que les ions, ça veut dire charge positive ou négative, vont agir dans l'eau. Dans l'eau. Si ce n'est pas dans l'eau, on peut oublier Arrhenius. Donc, il faut toujours associer Arrhenius à une condition aqueuse, présence d'eau. Très simple. Après, on va discuter. En 1923, en train de continuer la recherche d'Arrhenius, il y a eu Bronsted et Lowry qui, eux, ont décidé que tout va se passer, mais pas que au niveau de l'eau. N'importe, ok? Même s'il n'y a pas d'eau. Même s'il n'y a pas d'eau, pour eux, un composé ou une entité, elle sera acide ou basique si elle va, là c'est par rapport au proton que je vais vous expliquer dans une minute. Soit cette composé va donner de protons, soit il va capturer des protons. Ok? Donc, c'est une question de protons. Si on donne du proton ou si on va recevoir du proton. Dans n'importe quel milieu. Ok? Alors, proton, je vous ai mis ici un proton, mais je vais revenir pour expliquer quelque chose. Parce que ce mot proton est hyper important. Proton, c'est l'hydrogène sous la forme cationique. Ok? Donc ici, c'est l'hydrogène. Je vais faire un hydrogène avec un noyau, pardon. Dans le noyau, il a une charge positive, qui ça veut dire un proton. Autour de ce noyau, j'ai les électrons qui sont là. Mais je n'ai pas des électrons, j'ai un électron qui est là. L'électron, il est là. OK? Donc, cet hydrogène est neutre. Il a un proton et un électron. À partir du moment que je vais perdre cet électron, mon hydrogène va devenir un cation. Il va devenir une charge positive. Comme c'est une seule, c'est un proton. Et c'est pour ça qu'on appelle cet hydrogène cationique de proton. OK? Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, chaque fois que vous voyez charge positive ou charge négative, le mouvement, c'est d'électrons. Donc, que pour vous donner un exemple, pour complémenter notre cours, pour ceux qui ne connaissent pas, si je prends par exemple un calcium, le calcium, il est comme ça. On peut écrire 2 plus ou plus 2. Il y a des gens qui disent 2 plus 2, n'importe. Ça veut dire quoi? C'est pas compliqué. Ça veut dire que le mouvement de ce calcium, il a perdu 2 électrons. Parce que ce qui bouge, c'est seulement les électrons. OK? Donc, si la charge est positive, électron à charge négative, donc ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Et si on fait ça, le chlore, qu'est-ce qui se passait avec ce chlore? Le chlore est négatif. Ça veut dire qu'il a gagné une charge négative. Donc, ça veut dire qu'il a gagné un électron. Donc, dans le cas positif ou dans le cas négatif, on va parler que d'électrons. OK? 2 électrons qui sont partis, un électron qui est arrivé. Pour que ça soit bien clair pour vous. OK? Bon.
Une fois qu'on a fait ça, et je vais laisser ici la définition du proton, pour Bronsted-Lowry, un composé, il sera considéré soit basique, soit acide. Il est dans la dépendance si ce composé va recevoir proton ou s'il va libérer proton. Il va donner de protons ou il va recevoir de protons. C'est ça qui va décider. Et pour Lewis, vous voyez que c'est dans la même époque, Lewis, il a une vision différente. Parce que lui, toutes ses études, c'était par rapport à paire d'électrons. Donc lui, il ne va pas considérer perte, parce que là, ça veut dire proton. De proton aussi, il y a un rapport avec proton. Dans l'eau, ici, c'est le même rapport avec proton, sauf que dans l'eau ou pas dans l'eau. Et ici, on a Lewis qui ne va pas considérer ces histoires de protons. Il va considérer paire d'électrons. Donc, une substance sera considérée acide ou, après qu'on écrit, qu'on voit les choses, ou base, cette substance, ce composé, il sera basique, indépendant si lui, il y aura une libération d'un paire d'électrons ou il y aura une captation d'un paire d'électrons. Donc, la substance sera considérée acide ou basique, indépendant de ça. Je n'ai pas dit qui est acide, qui est basique. Ça, ce sont les conceptions théoriques de chaque élément. Je voudrais revenir à une question. Ce cours n'est pas un cours pour les gens qui vont faire un examen de la chimie. Ça peut aider. Mais ce cours sera, et tous les cours de chimique, inorganique et organique seront là dans la plateforme Académie Marceau et aussi quelques échantillons sur YouTube à partir que ce sujet va servir à la compréhension du corps humain, ok? En termes de métabolisme, en termes de tout ce qu'on veut. Dans notre cas-là, notre sujet principal, c'est quoi? Équilibre acido-basique. Ok? Je pense que ça c'est clair. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à la définition d'acide que je vais représenter par un composé ou une entité X de cette couleur-là pour Arrhenius. Je vous ai dit qu'un composé ou une entité, il faut que ça soit dans la présence d'eau. Alors, ce composé va être dans la présence d'eau et il va subir à une ionisation. Ce qui est important ici, c'est que ce composé dans la présence d'eau va former cet ion-là. C'est qui cet ion-là? C'est de l'autre côté de la réaction, c'est le proton. Donc, ça veut dire que le composé va se faire dans eau avec libération, perte de protons. Pour Arrhenius, une substance est considérée acide si on perd un proton, si elle perd un H+, si elle perd un proton. OK? Et donc, j'ai un exemple. Regardez l'exemple. J'ai mis ici exactement l'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique ici, il est dans la forme gazeuse. Mais je veux mettre dans l'eau. Quand je mets dans l'eau, il y aura une rupture exactement ici entre le H et le chlore. OK? Cette rupture va faire que je vais former alors H+, c'est ça mon objectif, aqueux, et le chlore moins aqueux. Ça, ce sont les ions là. Les ions H+, et Cl-. Et pourquoi je vais dire que ce composé acide chlorhydrique, je peux affirmer qu'il est un acide d'Arrhenius? Parce que dans la présence d'eux, j'ai formé un H+. Ça veut dire que ce composé, il a été lysé ici et il a perdu ce H+. Je vais dire perdu. Il n'a pas perdu. Il a tout simplement séparé le H du chlore. OK? Attention, vous allez voir ce type, acide chlorhydrique, il peut faire ça. Il peut former H3O+,
plus Cl-. Toujours aqueux. Pour Arrhenius. Alors pourquoi? Et c'est ça qui va se passer, 90% de cas, on aura la formation de ça. Donc, quand vous allez étudier notre acide chlorhydrique dans l'estomac, vous allez voir qu'il y aura ces types de choses. Et là, vous allez dire, mais je ne comprends plus rien. C'est ça l'importance, ok? Donc, pourquoi je forme H3O+? Parce que, regardez ici. Ici, j'ai mis pour vous une molécule d'eau. Comment c'est une molécule d'eau? C'est H2. On va mettre ici à côté une molécule d'eau. Elle est là d'ailleurs. Molécule d'eau, c'est 2H, 2 hydrogènes, ils sont là, avec l'oxygène. Il est là. On sait que l'oxygène est, si vous prenez notre tableau périodique de Mendeleïev, vous allez voir que dans la colonne 6A, c'est l'oxygène, ok? Donc, s'il est dans la colonne 6A, ça veut dire que l'oxygène peut se lier, ok? Il a une valence de 6 électrons. On va voir les 6 électrons ici. 1 électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons, 5 électrons qui est déjà lié à l'hydrogène et le 6e électron qui est lié à l'autre hydrogène. Donc, si je fais ici la liaison vraiment comme elle devrait être, je peux être un électron de l'oxygène ici et l'autre ici, et je vais mettre ici la liaison de l'hydrogène ici, OK? Donc, on a deux paires, l'eau, elle a deux paires d'électrons libres. Qu'est-ce qui va se passer? L'oxygène, il est très électronégatif. L'oxygène, il va attirer ce proton. Et ce proton, il est fou. Pourquoi? Il a perdu un électron. Donc, il veut n'importe comment trouver un électron. Donc, la tendance, ce n'est pas celle-là. La tendance, c'est que cet hydrogène-là, qui a été lysé dans l'acide chlorhydrique en présence d'eau, il va s'attacher à ce paire d'électrons ici de l'hydrogène. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'eau, maintenant, aura 3 hydrogènes? Les 2 qu'elle avait déjà, plus un H, plus qui est revenu là. Donc, on aura H3O+, plus Cl-. C'est qu'une représentation, mais l'H+, il a été dégagé quand même. Et il se liait à cette molécule d'eau. Est-ce que c'est clair pour vous? Mettez dessous si tout est clair, ok? H3O+, plus Cl-. Ça, c'est la formule qui a la tendance parce que l'oxygène, comme il a beaucoup d'électronégativité, raison numéro 1, il va attirer tout ce qui est positif, ok? En tant que l'hydrogène, il est hyper positif. Donc, ça veut dire qu'il va chercher un électron pour se stabiliser. Parce que l'hydrogène stable, c'est ça. Si j'ai perdu un électron, il est instable. Donc, il va avoir une tendance de s'accrocher à quelqu'un qui a un électron à offrir. Et c'est l'eau, parce qu'on est dans la présence d'eau. Très bien. Un autre exemple, regardez, un autre exemple. Un autre exemple, c'est l'acide carboxylique, qui a une fonction organique et qu'on va voir plus tard. OK? Mais regardez, acide carboxylique, pour ceux qui connaissent déjà, COOH. Ça, c'est la fonction. Ici, j'ai un carbone. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'acide acétique. OK? Le vinaigre, qui on va voir, si on va regarder la fermentation, synonyme glycolyse anaérobique, ok? Si on va, avec l'absence de l'eau, on va former ce acide acétique. Sauf que l'acide acétique, vous voyez, c'est une exception par rapport à la formation de l'acide lactique et de l'acide alcoolique. Ça veut dire fermentation alcoolique et fermentation lactique. Pourquoi c'est une exception? Regardez le cours de fermentation, parce que l'acide acétique a la présence d'oxygène. On verra ça plus tard.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que cet acide carboxylique-là, le vinaigre, l'acide acétique, est un exemple de composé acide de qui? Arrhenius. Pourquoi? Parce que, regardez ici. Ici, je répétais mon acide. Il est répété. En présence de l'eau, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la libération. On va casser cet hydroxyle, ok? Et donc, on aura la libération d'H+, du proton. Eh bien, c'est l'objectif exactement, c'est la définition d'Arrhenius. Arrhenius, c'est quoi? Ce sont des composés pour l'acide qui vont perdre un H+. Bah, c'est le cas. OK? Donc, il y en a d'autres exemples. L'acide sulfurique, l'acide nitrique, tout ça en présence d'eau seront considérés comme un acide d'Arrhenius. Maintenant, qu'est-ce que c'est un acide selon Bronsted-Lowry? Pas compliqué, parce que lui aussi, on va voir comme définition de l'acide la substance qui va perdre H+, proton, comme Arrhenius, sauf qu'il n'y a pas cette limitation que ce soit en présence de l'eau, tout simplement. Et on va remarquer alors cette composition. Attention, on va doucement, n'ayez pas peur quand vous voyez, spécialement les naturopathes ou même les étudiants, vous qui êtes là de l'autre côté de cette merveilleuse machine qui c'est l'Internet. Regardez une chose, il ne faut pas avoir peur de choses, on va analyser. Regardez, ici c'est le brome. Il y a HBr. Là, c'est le réactif de la réaction. Là, c'est le produit de la réaction. OK? On s'en fout si c'est dans l'eau ou pas. Parce qu'on est en train de regarder Bronsted-Lowry. Regardez que ce brome, il avait un hydrogène. Et maintenant, le brome, il n'a plus d'hydrogène. S'il n'y a plus d'hydrogène, c'est parce que ce hydrogène a été envoyé quelque part. Bah, regardez le NH3. Il est devenu NH4. Donc, ce HBr a perdu un proton qui est transféré au NH4. Donc, on est bien d'accord qu'il y a une perte d'H+, qui c'est la définition, de composé HBr. Je ne parle pas de nom de composé parce qu'on va voir la nomenclature après. Donc, c'est pour ça que j'ai dit HBr, NH3, d'accord? Pour l'instant. Donc, à partir du moment que cette substance, elle a envoyé, elle a perdu un proton, elle est considérée quoi? Un composé acide de Bronsted-Lowry. OK? Très bien. Un autre exemple, HNO2. Ah, mais là, c'est dans la présence d'eau, comme ça. OK? Ça ne pourrait pas être, mais là, c'est le cas. Regardez qu'est-ce que le comportement de cette molécule après la réaction. On avait HNO2, maintenant on a NO2-. Bah, ça veut dire qu'il a perdu le H. S'il a perdu le H, on a la perte d'un proton qui va alors, comme c'est dans la présence d'eau, 90% vont faire ça, qui va devenir alors H3O+. Il a perdu son hydrogène, ok? H+, et donc, ce H+, qui a un plus, il est fou pour un électron. Qu'il trouve de l'autre côté? Qu'il trouve là? L'eau. Donc, c'est ce cas-là. Il va s'unir l'H+ à l'eau et former le H3O+, comme je vous ai dit ici. Ça veut dire alors que si j'ai l'absence si j'ai perdu un H+, et je suis dans la présence d'eau, est-ce que je peux dire que c'est HNO2, dans notre cas, il est un acide d'Arrhenius et un acide Bronsted-Lowry. Donc, il va rentrer dans la case de la théorie d'Arrhenius et dans la théorie de Bronsted-Lowry. OK? Maintenant, on va voir notre troisième chercheur, qui c'est Lewis, qui, comme je vous ai dit, soit le composé acide sera acide ou basique s'il y a un jeu d'électrons, ok? Les électrons vont jouer là. Alors, si on a
une substance, attention, qui va recevoir des électrons. Donc là, c'était donné H+. Là, c'était donné H+. Ici, c'est recevoir des électrons. C'est différent. Ça veut dire que les cations, tous les cations, pourquoi tous les cations? On va parler de cations qu'on connaît dans la biologie humaine. On connaît le calcium, on connaît le magnésium, on connaît qui? Le sodium. Tous ces gens-là sont des cations. Ça veut dire s'ils ont de charges positives, c'est parce que le calcium a perdu deux électrons. Le magnésium a perdu deux électrons. Et le sodium, il a fait quoi? Il a perdu un électron. Tout cela sont de cations. Et alors, ils sont tous dans la colonne 1A et 2A de mon tableau de Mendeleïev. OK? On va voir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Donc ici, j'ai mon composé acide. Pour être acide, pour Lewis, il faut recevoir des électrons. Recevoir des électrons. OK? Mais attention. Donc, tous les cations, ils sont fous pour chercher des électrons. Donc, ça veut dire que le composé cation sont considérés pour Lewis des composés acides. Vous avez compris? Maintenant, ici, j'ai le bore. Le bore, c'est un peu différent. Le bore, il a tout simplement, il a trois électrons dans la dernière couche. Et pourquoi le bore est une exception? Parce que les éléments du tableau de Mendeleïev, tous les éléments, sodium, potassium, chlore, etc., l'objectif, c'est d'arriver à un gaz noble. Le gaz noble, ils ont tous, sauf hélium, qui a 2, ont tous 8 électrons dans la dernière couche. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement stables. Donc, l'objectif de tous les éléments qui sont dans le tableau, okay, les métaux là, même les amétaux, l'objectif c'est quoi? De devenir comme un gaz noble. Okay? L'hydrogène, par exemple, son objectif c'est de devenir aussi comme un gaz noble. Le hélium, qui a 2 électrons pour avoir son stabilité. Okay? Donc, la question est, le bore est une exception. Lui, il ne va pas vouloir avoir 8 pour être stable. Avec 6 électrons, il est déjà stable. C'est ça l'exception. Et quand je parle du bore, je parle aussi de l'aluminium, qui est aussi dans la colonne 3A. Allez voir dans le tableau de Mendeleïev, la colonne 3A, vous allez voir qu'il y a le bore et l'aluminium, un proche de l'autre. Donc, le bore, je fais ici une molécule qui s'appelle BF3. Donc, le bore, il va se stabiliser avec 6 électrons et pas 8. Et donc, je fais ici la dernière couche de mon bore, 1, 2, 3, parce qu'il est dans la colonne 3A, 3 électrons. Et qu'est-ce qui va se passer? Je mets un fluor, un autre fluor, un autre fluor. Pourquoi je mets un électron pour le fluor? Parce qu'il est dans la colonne 7A. Donc, il y a un électron qui veut faire liaison dans la dernière couche du fluor. Donc, on a 3 fluors qui vont se lier ici. Et donc, il y aura une case vide où je peux faire entrer 2 électrons. Selon Lewis, quelle est la définition d'acide? La définition d'acide, c'est quand on peut recevoir, cette substance va recevoir 2 électrons. C'est ça que c'est acide, là, ok? Quand elle va recevoir des électrons. Donc, elle va recevoir ici 2 électrons et donc, elle va rentrer dans la définition acide selon Lewis. Donc, on appelle un acide de Lewis, ok? Pour mieux expliquer, je vais ouvrir ce bore. Le bore, il a un numéro atomique 5. 1s2, 2s2, 2p1. Si vous ne savez pas faire ça, c'est pas grave, mais ça, c'est la distribution électronique, ok? Première couche, deuxième couche. Donc, la dernière couche, on est au niveau 2. Il y a tout simplement 3 électrons
dans la dernière couche, là, ó, couche 2, 3 électrons. Distribution dans les orbitales S et P. S, il y en a 2 électrons, et P, il y en a 1. Ça, là, on peut l'exciter et on peut faire que cet électron se transfère là. Là, c'est par excitation. C'est la tendance. Et on va faire une hybridisation. Ça s'appelle hybridisation. Je vais rentrer mon chlore ici, parce que à chaque petite case, on peut rentrer 2 électrons. OK? Donc ici, je fais une hybridisation. Donc le fluor va s'associer ici, laisser ce électron-là ici, l'autre ici et l'autre ici, parce que j'ai 3 fluors. Donc un fluor ici, un autre ici, un autre ici. Donc j'ai laissé vraiment une case vide, que c'est cette case-là, qui c'est là qu'il sera possible de faire entrer 2 électrons. Et c'est pour ça qu'on appelle le BF3 un acide de Lewis. OK? La même chose va se passer avec le BOH3. OK? OK? Vous avez compris? Donc, et le bore, c'est un exemple, et l'aluminium, c'est aussi un exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Pour faire un résumé, on a vu l'importance de vraiment, on n'a pas fini, hein? L'importance d'étudier les fonctions inorganiques. Parce que maintenant, on va développer tout ça. Mais on a vu les fonctions inorganiques, on sait les 3 théories principales de acide-base sont Arrhenius, Bronsted-Lowry et Lewis. Ces deux-là ont un rapport très proche avec la question des pertes ou gains de protons. Pour Arrhenius, il faut que ça soit dans la présence d'eau. Pour Bronsted-Lowry, non. Mais il faut quand même, pour que ce soit acide, qu'il y a la perte de protons, pas une autre chose. Et là, je vous montre la perte de protons. OK? Et je voudrais, j'ai inclus ici l'acide carboxylique. Pourquoi? Parce que l'acide carboxylique, il va perdre aussi, il a perdu aussi ce H+. Donc, l'acide carboxylique, il sert comme Arrhenius et Bronsted-Lowry. Comme cette réaction aussi, qu'on a eu aussi la perte de protons dans un milieu, celle-là, pardon, dans un milieu aqueux. Donc, ça sert aux deux. OK? Arrhenius et Bronsted-Lowry, la différence, c'est aqueux et aqueux ou pas. OK? Et lui, c'est rien à voir avec ça parce que c'est plutôt un jeu d'électrons. Les électrons qui viennent, les électrons qui perdent. Pour être défini comme un acide, il faut absolument que ce composé-là, que cette entité-là, l'entité entière, elle va recevoir des électrons. Comme c'était le cas de tous les cations que je vous ai montrés, comme c'est le cas du bore, exception, parce que le bore, il va laisser par hybridation une case vide, donc il ne va pas vouloir, il ne va pas respecter la règle de l'octet, qui c'est avoir 8 électrons dans la dernière couche, comme les gaz nobles. Et un autre exemple de composé, c'est le BF3. Pourquoi? Parce que le bore, il se stabilise avec 6 électrons. OK? Et les bores, comme l'aluminium, sont dans la colonne 3A. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en termes de définition de la base Arrhenius, de la base Bronsted-Lowry et de la base Lewis? Vem comigo!